Qu'est-ce qu'un bon film de Noël? Alors attention, on parle pas ici des téléfilms qui passent l'après-midi pendant les vacances, vous savez, ceux avec un papa quarantenaire divorcé qui va tomber sous le charme, d'une journaliste qui est en mission dans sa petite bourgade et qui va lui redonner le goût des bonnes traditions américaines. Et je ne parle pas non plus de la blague qu'on fait tous les ans, Die Hard c'est un film de Noël, non, je vous parle des films doudous associés à Noël. Pour certains c'est la saga Harry Potter, pour d'autres c'est les Astérix qui sont inlassablement rediffusés chaque année à cette période. On pourrait aussi citer les Gremlins, le très bon Klaus, sorti plus récemment, le Grinch, que ce soit le film avec Jim Carrey ou le film d'animation, ça dépend de votre génération. Bref, vous voyez l'idée. Et mine de rien, c'est un véritable enjeu pour les studios d'avoir un film de ce genre qui va se placer automatiquement dans les rediffusions télé à chaque vacances de Noël, faire monter les audiences sur une plateforme de streaming, bref, devenir un rendez-vous familial annuel. Et parmi ces tentatives, il y a un cas à part. Ce cas, c'est Les 5 légendes. Un film de Noël pas tout à fait comme les autres, mais surtout un naufrage commercial qui a bien failli faire couler DreamWorks Animation. Alors les amis, c'est parti, laissez-moi vous raconter l'histoire un peu étrange de ce flop enchanté. C'est un petit épisode hors série qu'on se fait comme ça, tranquillement pour les vacances. Bienvenue sur la chaîne Cinescope. C'est dans les années 90 que les prémices des 5 légendes naissent dans l'esprit de l'auteur William Joyce. C'est un spécialiste de la littérature jeunesse et au passage il avait un lien avec le cinéma d'animation parce qu'il avait contribué au design des personnages du premier Toy Story. Chaque soir, Joyce racontait à ses enfants des histoires qui étaient inspirées des grands personnages célèbres de l'imaginaire. Le Père Noël, la Fée des Dents, alors en France c'est la Petite Souris, le Lapin de Pâques, etc., etc. Et pour rendre ces histoires un peu plus originales, créatives, il inventait des origines à ces personnages. Il les faisait se rencontrer, un peu comme une sorte d'Avengers des personnages merveilleux, et il développait toute une mythologie autour de ces histoires. En 2005, Joyce et la compagnie Reel FX s'allient pour produire des films d'animation, et Joyce lance officiellement l'idée d'un projet qui raconterait ces petites histoires du soir et qui s'appellerait The Guardians of Childhood, autrement dit les gardiens de l'enfance. Cette même année, Joyce réalise un petit court-métrage qui s'appelle The Man in the Moon, et en fait c'est l'introduction à ce futur univers, parce qu'en 4 minutes, on nous présente l'origine un petit peu drôle de l'homme dans la lune, un personnage qui va être crucial dans l'histoire, même si on ne va jamais vraiment le voir. Finalement, le projet Guardians of Childhood va traîner, être modifié et terminer chez DreamWorks, qui flaire le bon coup et en rachète les droits en 2008. De son côté, Joyce développe une série de 5 romans sur cet univers, et les romans vont être publiés entre 2011 et 2018. Le film, tel qu'il est développé par DreamWorks, va donc s'inspirer d'un premier jet de scénario écrit par Joyce, ainsi que du tout premier roman de la série Guardians of Childhood, mais il y aura quand même beaucoup de réécriture, énormément de liberté, et l'auteur est totalement d'accord avec ça. Une différence majeure, c'est que le film se passe à l'époque moderne, alors que le premier tome de Joyce se déroule au XVIIIe siècle. David Lindsay Haber est appelé au scénario. En 2008, il avait déjà travaillé sur une adaptation d'un roman jeunesse, Cœur d'encre, tiré donc de la trilogie écrite par Cornelia Funke, et il va rester dans l'univers de l'enfance et des grandes histoires fantastiques, puisqu'il va coécrire quelques années plus tard Le Monde fantastique d'Oz de Sam Raimi. Si William Joyce suit de très près le projet, valide chaque changement, l'auteur va prendre des distances en 2010 lorsque sa fille Marie-Catherine meurt d'un cancer foudroyant à l'âge de 18 ans. On notera que le générique de fin des 5 légendes s'ouvre sur un hommage à Marie-Catherine. En novembre 2009, on apprend que le réalisateur Peter Ramsey sera en charge de la mise en scène du projet, qui a été renommé entre-temps Rise of the Guardians en anglais et Les 5 légendes en français. Ramsey, c'était un relatif débutant. On lui devait Monstres contre Aliens, mais pas le long métrage d'animation sorti en 2009, plutôt le téléfilm d'Halloween qui en était dérivé, Mutant Pumpkins from Outer Space. Ce qui frappe d'entrée de jeu dans le projet Rise of the Guardians, c'est le nombre de talents fous qui vont s'associer au projet, quand bien même il est réalisé par quelqu'un de presque débutant. Guillermo del Toro embarque en tant que producteur exécutif, et il va énormément s'investir et participer tant pour l'écriture que pour le design des personnages. Le chef opérateur de légende Roger Deakins participe lui aussi à la réussite technique du projet. Il sert de consultant, particulièrement pour la composition des plans, l'éclairage et la colorimétrie du film. On notera que Deakins avait déjà participé à un projet DreamWorks puisqu'il travaillait sur Dragon. Enfin, du côté de la musique, DreamWorks va chercher Alexandre Desplat, là encore une référence absolue dans le genre. Et même pour le doublage, DreamWorks voit les choses en grand. Le héros, Jack Frost, devait initialement être doublé par
Leonardo DiCaprio. Ça aurait même été une première dans la carrière de l'acteur qui n'avait jamais touché au doublage. Il va finalement se retirer du projet et officiellement on n'aura jamais la raison, et c'est Chris Pine qui va reprendre le rôle. Le reste du casting vocal est tout aussi impressionnant: Jude Law, Isla Fisher, Hugh Jackman ou encore Alec Baldwin. Autant se dire que le budget pour les stars talents a été plus que conséquent. On notera qu'en France aussi, on a eu des stars au niveau du doublage. C'est le regretté Gaspard Ulliel qui double Jack Frost, et on a Nolwenn Leroy qui joue la Fée des Dents. En revanche, en interne, tout n'était pas rose. Le réalisateur Peter Ramsey se disputait régulièrement avec les producteurs qui voulaient un produit plus DreamWorks compatible, comprendre un film plus léger, plus sale gosse façon Shrek. Alors qu'à l'inverse, Peter Ramsey tenait absolument à présenter un univers mature, très premier degré, qui se prend au sérieux et qui prend très au sérieux les personnages merveilleux qu'il met en scène. Quelque part, c'est l'anti-Shrek. D'un côté, on a un film qui a pris tous les clichés du conte de fées pour s'en moquer, de l'autre, un récit qui embrasse ces personnages et tente de leur donner vie de manière concrète. Côté budget, on évoque une somme de 145 millions de dollars. C'est tout simplement le budget le plus élevé pour un film DreamWorks Animation à cette période-là, à égalité avec Madagascar 3, mais là on parle d'une franchise bien établie qui avait largement fait ses preuves. Même le chapeauté, qui était sorti l'année précédente, coûtait moins cher, alors qu'il arrivait avec le bagage de la saga Shrek extrêmement populaire, et c'était un personnage déjà largement identifié par le grand public. Et ce budget, ça va être le début des ennuis. Les 5 légendes sort aux États-Unis le 21 novembre 2012 et il part avec la pression de devoir faire un très gros score. Et d'autant plus que le budget marketing a été colossal afin de faire exister le film dans un paysage médiatique surchargé, et pour cause, Le Monde de Ralph est sorti le 2 novembre, Twilight Révélation partie 2 est sorti le 16 et Skyfall le 21. Ajoutons à cela de gros conflits en interne entre DreamWorks et la Paramount qui distribuait le film, et on fonce tout droit à la catastrophe. Le marketing est raté. En fait, il ne donne pas d'idée précise de ce à quoi ressemble le film, on sait pas à qui il s'adresse tout simplement, et ça se voit qu'entre les studios et le cinéaste, on s'était pas vraiment mis d'accord sur le cœur de cible. Peter Ramsey dira plus tard à propos de l'équipe marketing, il se disait qu'on était le seul film familial de la fin du mois. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que notre compétition se trouvait du côté des films d'action PG-13, pas des films d'animation. On est sorti contre Twilight et Skyfall, c'était se jeter dans la gueule du loup. Et sur ce point, difficile de lui donner tort. Malgré un bon accueil critique, le film va même être nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film d'animation, les 5 légendes se plantent complètement aux États-Unis. Après un week-end à peu près décent, il chute de 85% dès le premier lundi et terminera sa course avec un score final de 103 millions de dollars. Il va faire le double à l'international, mais ça changera pas grand-chose. Sur le papier, 306 millions de dollars dans le monde pour un budget de 145 millions, ça peut nous sembler plutôt correct, mais c'est là que les complexités du box-office entrent en jeu et surtout le budget délirant du marketing. Personne n'a jamais dévoilé le coût exact du long métrage de Peter Ramsey, mais ce dont on est certain, c'est que les 5 légendes a fait perdre énormément d'argent à DreamWorks Animation. Environ 90 millions de dollars de pertes, selon Jeffrey Katzenberg, le cofondateur du studio. Quelques semaines après le naufrage commercial, Katzenberg annonce le licenciement de 350 employés chez DreamWorks, et pour donner une idée, ça représente environ un quart des employés du studio à cette époque. Les années suivantes, Turbo et Monsieur Peabody et Sherman n'aident clairement pas à remonter la barre. DreamWorks pourra quand même compter sur son sauveur, Dragon 2 en 2014, pour remonter la pente et sauver un studio qui semblait se rapprocher d'une faillite imminente. Et ça annonçait au passage une tendance marquée chez DreamWorks dans les années à venir, comme chez beaucoup de studios hollywoodiens, beaucoup plus de suites, plus de franchises et des films originaux qui peinent à trouver un large public à quelques exceptions près. D'ailleurs, l'échec des 5 légendes va rendre DreamWorks vraiment frileux envers les projets originaux, au point d'annuler en cours de production le projet Me and My Shadow, qui était pourtant bien avancé et avait même une date de sortie fixée pour février 2014. Et juste pour faire un petit aparté sur les conséquences de ce genre d'échec, on ne le répète jamais assez, mais aller au cinéma, c'est comme un vote. La place qu'on achète aujourd'hui, elle indique au studio les tendances de demain. Alors on peut se plaindre autant qu'on veut de ne plus avoir de films originaux, de voir Hollywood qui nous épuise avec ses suites, ses remakes, ses reboots. Le fait est que l'échec commercial d'un projet original, quand il est soutenu par un gros studio, il envoie systématiquement un très mauvais message. Et quand je vois les plus gros succès de 2025, je me dis qu'on est malheureusement très loin d'être tiré
tiré d'affaire avec le cinéma hollywoodien. Peter Ramsey dira avoir été grandement affecté par cet échec. Il avait consacré 3 ans de sa vie au projet et il y croyait dur comme fer. Il faudra attendre 5 longues années avant que le cinéaste ne soit enfin acclamé à la hauteur de son talent lorsqu'il co-réalisera le fantastique Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. De son côté, l'auteur tentait toujours en 2013 de mettre en chantier une suite qui continuerait d'adapter sa série de livres, mais après 12 ans sans nouvelles, il faut sans doute se faire à l'idée que ces gardiens vont se limiter à l'imaginaire littéraire et pas à celui du grand écran. Et si je tenais à vous faire une petite vidéo sur ce film, c'est tout simplement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Moi j'étais au lycée quand il est sorti et je me souviens très bien être allé le voir au cinéma simplement parce que j'avais lu le nom Guillermo del Toro sur l'affiche et sans rien savoir d'autre. Et franchement j'ai passé une séance géniale. Alors oui, avec le recul, l'animation 3D a pris un petit coup de vieux et pour être honnête c'était déjà pas le sommet de ce qui se faisait visuellement en 2012. Mais pour le reste, on a un univers solide, une mythologie qui fonctionne, un récit au grand cœur qui aborde énormément de thématiques assez matures sous couvert d'un univers magique et naïf. Les 5 légendes parlent avant tout du défi de trouver son identité. Jack Frost comme l'antagoniste, le fameux Croque-Mitaine, ont un parcours en miroir. Tous les deux veulent exister dans le regard des autres. Tous les deux souffrent d'être ignorés, de ne pas savoir réellement qui ils sont, de vivre dans l'ombre. Ils sont portés par un besoin de reconnaissance, mais ils vont l'exprimer de façon radicalement différente, ce besoin. Et je trouve que le film traduit vraiment bien ce désespoir de vouloir exister dans le regard des autres. Il y a plusieurs séquences où ces personnages fantastiques sont littéralement traversés par des humains qui ne les voient pas et on sent la peine dans leur regard, on sent vraiment leur cœur se serrer. Je trouve ça assez fort comme idée. Le film nous parle aussi des souvenirs, avec ce héros qui a tout oublié de sa vie humaine avant de devenir un être magique. Et on se pose plusieurs questions. Qui est-on sans ces souvenirs ? Comment les souvenirs refoulés peuvent-ils indirectement forger qui nous devenons et qui nous voulons être ? Et cette quête d'identité, elle est exprimée de façon à la fois drôle et poétique par le Père Noël lorsqu'il explique à Jack Frost qui il est au moyen d'une poupée russe. Jack va apprendre à devenir quelqu'un en se trouvant une famille de substitution, en ayant enfin ce sentiment d'appartenance, et c'est grâce à cette appartenance et à ses décisions qu'il pourra exister dans le regard des autres. C'est également un film sur l'importance de l'espoir et de la naïveté de l'enfance. Le Croque-Mitaine veut enlever cette part de croyance, ôter aux enfants le regard magique qu'ils portent sur la vie pour les forcer à vivre dans un monde sans rêve, un monde terne et sans passion. Un monde même carrément inquiétant. Vraiment sur le plan symbolique, cet homme sombre qui entre dans la chambre des enfants, ça évoque des thématiques très dures pour ce type de cinéma, sans jamais ressentir le besoin d'en dire trop. Et plusieurs plans sont suffisamment puissants pour que l'on comprenne, notamment la chute du Croque-Mitaine à la fin sous un lit qui se décompose. Typiquement pour ces idées visuelles-là, j'ai du mal à ne pas voir l'inspiration d'un Guillermo del Toro. Bref, c'est un joli film d'animation qui mérite largement le coup d'œil, tant il lance des pistes de lecture assez passionnantes. Et même sans aller super loin dans l'analyse, c'est un petit film de Noël vraiment sympa. Il y a de l'aventure, de la comédie, des émotions, beaucoup de sincérité et un mélange très bien dosé entre grand spectacle moderne et conte à l'ancienne. Le tout porté par la musique merveilleuse d'Alexandre Desplat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire un petit épisode hors série sur ce flop que je trouve très sympathique, qui n'est pas vraiment devenu culte, donc ça passait pas dans un flopbuster classique, mais j'ai envie de penser que le succès de Into the Spider-Verse a aidé à ce que Peter Ramsey revienne sur les devants de la scène et à ce que certaines personnes dans le public redécouvrent sa filmographie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, je suis certainement pas le premier vidéaste à vous le dire, mais les vues ont énormément chuté sur YouTube depuis les dernières mises à jour de l'algorithme, donc vraiment n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.